Du coup, bienvenue à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Donc, ici, on va parler de la blessure d'abandon. Et pour ça, je vous présente la psychologue Marion Martinelli. Donc, on va échanger sur ce sujet. Donc, Marion, encore merci d'être là, d'avoir accepté de faire cette vidéo. Je vais vous laisser vous présenter, du coup, présenter un peu votre travail, ce que vous faites et où vous exercez. Merci de m'avoir invitée. Alors moi, je m'appelle Marion Martinelli, je suis psychologue dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon à l'hôpital de la Conception. Je propose des séances axées sur tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale et plus particulièrement la troisième vague des thérapies cognitives et comportementales. C'est une vague dans laquelle on retrouve les thérapies d'acceptation et d'engagement, la thérapie des schémas de personnalité de Jung et la thérapie méditative, les thérapies de pleine conscience pour réduire le stress et le risque de rechute dépressive. Et donc, on propose des vidéos tous les jours, quasiment tous les jours de la semaine sur YouTube, notamment suite au confinement où on a trouvé cette solution pour maintenir le lien avec les patients ou d'autres personnes qui étaient intéressées par ce type-là de séance gratuite et ouverte à tous. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver ces vidéos, du coup ? Alors, vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube de la psychiatrie au soleil. Donc, il suffit de taper psychiatrie au soleil et de s'abonner ou pas, c'est pas nécessaire. Mais voilà, vous pouvez trouver ces vidéos, sachant que en général, on est toujours en direct à midi pile pour une séance de relaxation, de sophrologie, de méditation ou si c'est moi, ça sera une séance plutôt axée sur les schémas de personnalité déviants. D'accord. Alors du coup, donc, comme j'ai dit, on va parler de la blessure d'abandon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la blessure d'abandon et d'où elle vient? Alors, la blessure d'abandon, ça peut être, mais pas forcément, un schéma de personnalité déviant. En tout cas, cette blessure, elle se définit par le fait d'anticiper. C'est pas un fait, c'est une conviction profonde qui nous pousse à anticiper constamment le fait que les autres ne seront pas toujours présents pour nous, qu'ils pourraient, par exemple, mourir si on est dans des scénarios catastrophes, ou nous quitter, nous abandonner, la plupart du temps pour quelqu'un de mieux que nous. En tout cas, c'est la conviction que les autres vont manquer de fiabilité et de stabilité, enfin que notre entourage manque de fiabilité et de stabilité, soit parce qu'ils ont des variations de l'humeur qui sont difficilement compréhensibles pour nous, ou alors des comportements pareil, qui peuvent être compliqués à comprendre, de distanciation par exemple, ne donnent plus de nouvelles et puis ensuite font comme si de rien n'était. Voilà, ce sont des choses, des comportements qui sont très déstabilisants et qui nous poussent à avoir des stratégies de réponse plus ou moins efficaces, souvent moins que plus d'ailleurs. D'accord. Et cette blessure d'abandon, du coup, qu'est-ce qui la déclenche, d'où elle vient? Alors, cette conviction que les gens vont manquer de fiabilité et de stabilité à notre égard, il y a deux possibilités. La première, ça peut être que ça a été intégré tôt dans l'enfance par un traumatisme d'abandon, de perte de lien avec quelqu'un d'important pour nous. Ça peut être une carence affective, un manque de stabilité de l'entourage qui n'a pas été traumatique mais qui a été régulièrement présent dans l'enfance. Ça peut être également un excès d'attachement aux parents qui nous pousse à ne pas réussir à nous distancier sereinement et avoir peur que si on se distancie, alors on va se sentir abandonné ou alors il y a un risque. Enfin, il peut y avoir plusieurs probabilités qui sont liées à l'enfance. Après, il y a aussi un deuxième point important, ça peut être également réactionnel à la société dans laquelle on vit. Société dans laquelle
le regard des autres a une importance particulière. Et qui dit regard des autres dit également peur du jugement des autres, parce que le jugement des autres pourrait être un signe de rejet. Une critique pourrait être un signe qu'on n'est pas accepté comme on est, rejeté, etc. Avec une société qui véhicule l'importance d'être intégré socialement, de tout réussir parfaitement, d'avoir une super bande d'amis, d'avoir un couple qui dure pour toujours, etc. Donc, il y a aussi ce point important qui, du coup, fait que de nombreuses personnes peuvent se retrouver dans cette peur de l'abandon et dans potentiellement ce sentiment d'avoir une blessure d'abandon. Donc, c'est pas déclenché nécessairement par un abandon réel de quelqu'un. Ça peut être une réaction face à une situation. Ça peut être une réaction face à la société dans laquelle on vit, la culture dans laquelle on a grandi. Ça peut être également tout à fait réactionnel à la personne avec qui on vit. Si je vis avec quelqu'un qui a des comportements qui ne sont pas prévisibles, qui se distancie d'un coup comme ça, et d'un coup je perds le lien, j'ai du mal à comprendre pour ce que j'ai fait, etc. Je peux, je peux me sentir dans la peur d'être abandonnée constamment. Et c'est juste réactionnel à la personne avec qui je vis, par exemple. D'accord. Donc en fait, il y a plusieurs origines. Mais la souffrance, elle, quoi qu'il arrive, elle est toujours très importante, elle peut être très handicapante, surtout si on met en place des comportements automatiques qui, qui peuvent poser problème, qui génèrent des coûts. Du coup, quels sont les comportements face à la blessure d'abandon? Alors, les comportements, il peut y en avoir plusieurs. Il faut savoir qu'à la base, ces comportements, ces réactions automatiques face à une situation dans laquelle on se sent abandonné, c'est d'abord un instinct de survie. Ce sont des comportements qui vont nous permettre, de manière plus ou moins illusoire, d'avoir l'impression de régler le problème, de répondre à cette peur ou à cette souffrance qu'on ressent dans l'instant. La plupart du temps, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ces comportements automatiques, ils ne font que alimenter la peur d'être abandonné. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ces trois comportements, ce qui est important de noter, c'est qu'à la base, ce sont des comportements qui sont tout à fait normaux, puisque c'est notre cerveau qui continue, qui essaye d'agir pour résoudre un problème. Sauf que ces comportements-là ont des conséquences. Le premier, c'est la soumission. Par exemple, le fait de ne rien dire, de subir en fait, de subir l'instabilité de l'autre ou des autres et de souffrir sans rien dire. Ça peut être une position assez infantile. Et d'ailleurs, ce comportement de soumission, on l'appelle aussi reproduction, parce qu'on va potentiellement se remettre dans une position qu'on connaît très bien, qui était une position que l'on avait probablement quand on était enfant, c'est-à-dire de subir sans rien dire l'instabilité parentale, par exemple, celle qui nous a mis dans cet état de souffrance et de peur d'être abandonné. Donc ça, la soumission, ça peut être un premier comportement. Je subis, je dis rien, je souffre en silence. Et éventuellement, je rumine sur le fait que c'est difficile pour moi, que j'en souffre et que je n'en sortirai jamais. Le deuxième comportement, ça va être plutôt de la contre-attaque, de la compensation. Par exemple, de repousser les autres, de les critiquer pour ce qu'ils font. Ça peut être également de les questionner énormément, de les questionner, presque de les fliquer en fait, pour anticiper une possible distanciation, pour anticiper potentiellement le fait que si on ne garde pas les choses sous contrôle, si on n'est pas en train de prendre les devants, eh ben, il pourrait arriver que la personne nous quitte pour quelqu'un de mieux que nous.
Donc en contrôlant, on a l'illusion de contrôler l'autre et d'avoir toujours un coup d'avance en fait. Et si on part en plus du principe que les autres sont plutôt instables, on va donc chercher à se protéger soi-même d'un possible abandon en se rassurant ou en demandant au partenaire à nous rassurer constamment. Le troisième comportement, c'est l'évitement. C'est le fait de fuir les relations intimes, de préférer rester seul, de ne pas se livrer, parce qu'en se livrant, potentiellement, on pourrait penser qu'en se livrant, en faisant part de ce qu'on pense intimement, de nos faiblesses, de nos fragilités, ben, l'autre va se servir de ça pour nous critiquer, nous rejeter. Donc peut-être rester seul, ça peut être aussi une bonne solution. Comme ça, on n'est jamais abandonné par les autres. Et en fait, ça peut nous maintenir à chaque fois dans un cercle vicieux. Parce que si je suis soumise, si je dis rien, si je souffre en silence, ben, la probabilité que rien ne change, elle est énormissime. Donc on est toujours dans cette blessure d'abandon. Si je suis dans la contre-attaque, que je prends les devants, que je questionne, que j'ai besoin d'être rassurée et que potentiellement je peux étouffer mon partenaire qui va finir par se distancier. Donc du coup, cercle vicieux également, je risque plus fortement d'alimenter ma blessure d'abandon. Et si je fuis les relations sociales, si je suis dans l'évitement, je suis toute seule. Et si je suis toute seule, je me sens abandonnée. Donc forcément, j'alimente aussi ma blessure d'abandon. Mais au départ, comme je vous disais tout à l'heure, ces trois comportements ils sont tout à fait normaux, sont des instincts de survie. Et les cercles vicieux dans lesquels on s'embourbe, si on les utilise, ces cercles vicieux sont tout à fait normaux aussi et logiques quand on y réfléchit. Ce qu'on retrouve le plus souvent, en tout cas, c'est d'abord, je laisse faire, soumission. Ensuite, quand la coupe est pleine, je déborde, je m'énerve, compensation. Et ensuite, je fais le point sur la dispute et je me dis qu'il vaut mieux arrêter, évitement. On va dire que ça, c'est ces trois comportements qu'on retrouve la plupart du temps chez un grand nombre de personnes. D'accord. Donc, on peut passer par ces trois comportements. On n'a pas un seul comportement qu'on maintient tout le long. On peut passer d'un comportement à l'autre. Oui, on peut passer d'un comportement à un autre. On peut être sur un seul comportement. On peut être sur deux comportements, passif-agressif par exemple. Ou on peut être sur cette logique des trois comportements, soumission, ensuite contre-attaque et ensuite fuite de la relation. Ça, c'est possible. En fait, tout est possible. Ça dépend vraiment de chacun. D'où l'importance, quand on a fait le choix de vouloir travailler sur ce type de blessure, d'être aidé par un thérapeute parce que c'est tellement complexe de comprendre son propre fonctionnement que tout seul, c'est pas évident. Même s'il y a plein de vidéos sur lesquelles on peut éventuellement s'appuyer pour avoir des informations. C'est pas dit qu'après, une fois qu'on a toutes ces informations et qu'on arrive à comprendre, une fois qu'on a bien intellectualisé la chose, c'est pas dit qu'on arrive vraiment à changer. Et même si cette partie-là est plutôt claire et plutôt facile à comprendre, le changement, lui, va demander beaucoup d'entraînement, beaucoup de confiance en soi et c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, l'aide d'un thérapeute, pour le coup, ça peut être vraiment plus confortable pour changer. Quelles sont les questions à se poser pour savoir si on a vraiment cette blessure d'abandon ou si notre comportement vient d'une autre blessure? Alors, les questions à se poser pour savoir si on a cette blessure, déjà, on peut se questionner sur est-ce que je suis quelqu'un de particulièrement trop sensible au regard des autres, aux situations dans lesquelles il y a de l'indisponibilité ou de l'imprévisibilité. Si ces situations qui sont imprévisibles, où les personnes peuvent être indisponibles, me génèrent une peur, panique ou une colère immense, ce genre d'émotions de désespoir, d'émotions très douloureuses, déjà, ça peut être un premier point. Mais
j'insiste sur le caractère exagéré de la situation. Enfin, j'insiste sur le caractère exagéré de l'émotion qui vient dans ce type de situation. Si je passe du temps à ruminer sur la peur de perdre le lien avec l'autre, si j'y passe beaucoup de temps avec des scénarios catastrophes très élaborés, s'il est coûteux pour moi de maintenir le lien avec des personnes avec qui j'entretiens des relations toxiques, par exemple, mais je m'acharne à maintenir le lien, potentiellement, c'est que j'ai peur de cette perte de lien, donc peur de l'abandon. Si je m'acharne à maintenir des relations qui n'apportent rien, si le fait de maintenir ces liens est coûteux en termes de temps, parce que j'y passe énormément de temps, si c'est coûteux en termes d'image de moi-même, où j'ai une image de moi très soumise, une image désastreuse de moi, si le fait de maintenir le lien avec les autres a un impact sur ma santé, si j'en viens à être en grand stress, à fumer, à m'alcooliser, etc. Si j'ai une perte d'argent parce que je vais offrir une chose pour maintenir le lien, si ça a un impact en termes de relations personnelles, de questionner tout le temps mon conjoint, par exemple, ou mon petit ami, que ça génère des disputes et qu'on y passe aussi beaucoup de temps, ou si je le surveille, si je passe du temps à le surveiller, à l'espionner, etc. Tout ça, ce sont des situations qui peuvent questionner sur éventuellement une possible peur de l'abandon. Est-ce que les personnes atteintes de blessures d'abandon ont cette tendance à être des aimants à personnes toxiques? Ah, alors ça là, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a tendance à être un aimant à personne toxique lorsqu'on souffre d'une blessure d'abandon? Je ne pense pas qu'on soit un aimant à personne toxique. Par contre, ce qui est probable, c'est que par ces comportements automatiques, soumission, compensation, évitement, on altère énormément la relation. Et en altérant cette relation, elle peut devenir toxique. Mais elle devient aussi toxique pas que parce que nous avons un comportement problématique et potentiellement toxique. Elle est aussi parce que la personne en face n'est pas capable de déceler notre fragilité, elle n'est pas capable de déceler notre hypersensibilité au rejet, notre hypersensibilité à l'indisponibilité ou l'imprévisibilité des choses. Et donc, elle ne sait pas y répondre. Et en fait, c'est l'association des deux qui fait que la relation est toxique. Mais ce n'est pas forcément qu'on est un aimant à personne toxique. D'accord. Du coup, pour avoir des relations saines, quand on a cette peur de l'abandon, est-ce qu'il faudrait, pas forcément dans des relations de couple, mais parler à l'autre et expliquer qu'on a cette blessure d'abandon, expliquer ses comportements pour que l'autre puisse mieux appréhender, ou est-ce que c'est juste un travail solo qu'il faut travailler et ne pas nécessairement en parler? Oui, évidemment que la communication est très importante en partant du principe que la personne a conscience qu'elle souffre d'une blessure d'abandon, qu'elle est capable de l'identifier et de la verbaliser avec des mots simples pour que l'autre puisse comprendre. En partant de ce principe-là, oui, c'est mieux d'en parler. Après, le fond du problème, c'est que les gens ont le droit d'être disponibles. Les gens ont le droit d'être parfois imprévisibles. Ils ont le droit de changer d'avis. Ils ont le droit de se distancier. Ça, c'est un droit. Et que si à chaque fois que ça arrive, si c'est raisonnablement, si c'est ponctuel et que c'est raisonnable, si à chaque fois que ça arrive, ça génère un coût important pour la qualité de la relation, effectivement, le fond du problème, c'est à nous de le régler. Et je pense que l'idéal, c'est quand même l'association des deux. C'est-à-dire de faire un travail personnel pour soi, de travailler sur ces fameuses règles rigides en si, alors,
si il ne répond pas à mon message dans les 2 heures qui viennent, alors ça veut dire qu'il est peut-être avec quelqu'un d'autre ou il m'aime pas et s'en fout de moi, il va me quitter, etc., etc. Donc, ces fameuses règles en si alors, en fait, l'idée, c'est de, pour soi-même, travailler sur cette notion de danger en notant un peu toutes les pensées dont on aimerait se débarrasser. C'est ce qu'on ferait en thérapie, en fait. Hein. Noter toutes les pensées dont on devrait se débarrasser, noter cette règle dans si alors. Si je ne suis pas soumise à tout ce que mon partenaire veut, ben alors il ne m'aimera plus, il va m'abandonner, il va en choisir une autre. Il y en a plein des règles en si alors, c'est à chacun de les verbaliser. Accepter que ce fonctionnement-là est normal, j'insiste encore, mais c'est important que je le répète, la peur de l'abandon, si on a eu une enfance particulière dans ce sens, elle est normale. Les 3 comportements problématiques, ils sont normaux, ce sont des instincts de survie. Le fait de rentrer dans un cercle vicieux, c'est normal aussi. Il y a quelque chose de pathologique quelque part. Quand, en prenant conscience de tout ça, on bloque, on a des blocages et qu'on n'arrive pas à changer. C'est ça qui est problématique. Mais tout le reste, c'est tout à fait normal. Donc, accepter que ce fonctionnement-là, il est normal, ça permet aussi de réduire un petit peu la tension. C'est fou, pas normal, qu'on s'en sortira jamais, qu'il n'y a pas d'espoir, etc., etc. Donc, il y a un vrai travail à faire d'acceptation là-dessus. Donc, ma prochaine question était comment répondre au mieux à la blessure d'abandon? Comment répondre au mieux à la blessure d'abandon? C'est ça. Ok. Alors, comment répondre au mieux à cette blessure d'abandon? L'idée, c'est que en thérapie, si jamais les personnes veulent entreprendre une thérapie, on va commencer à apprendre à se distancier de son partenaire ou des personnes qui nous sont importantes. Ça peut être un parent, un enfant, etc. Apprendre à se distancier sans être dans la peur. Ça va être évidemment l'axe de travail principal puisque cette blessure d'abandon, c'est la peur qui est au centre de cette blessure, qui est le noyau dur de cette blessure. Donc, il va falloir apprendre à travailler avec cette peur et notamment se distancier avec la peur et pas sans la peur. J'insiste, c'est une petite nuance, mais elle est très importante. Apprendre à se distancier avec la peur et savoir gérer ça. Évidemment, il y a le fait de noter les comportements automatiques dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a le fait de reconnaître qu'au départ de cette blessure d'abandon, il y a un besoin fondamental de l'être humain qui s'appelle le besoin de sécurité de l'attachement. Et si on a peur d'être abandonné, c'est parce qu'on n'est pas sécurisé dans l'attachement qu'on porte à l'autre. Que nous-mêmes, on n'est pas sécurisé parce qu'on a la conviction profonde qu'il n'y a pas de fiabilité dans cette relation, c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo, et qu'on n'est pas sécurisé parce que l'autre ne sécurise pas suffisamment. Donc, on va aussi devoir travailler sur cette sécurité de l'attachement pour soi et dans la relation à l'autre, dans la communication à travers l'autre. On va utiliser pour ça les techniques d'affirmation de soi, d'apprendre à communiquer. On va utiliser pour ça les techniques de la communication non violente pour communiquer d'une certaine manière, de manière plus raisonnable, équitable. Et toutes ces techniques de communication, vous les retrouvez sur la chaîne de la psychiatrie au soleil. Il y a pas mal de vidéos courtes, de petites vidéos courtes sur comment je fais une demande, comment je formule une critique quand je dois dire quelque chose à mon partenaire ou à quelqu'un d'important dans ma vie, comment est-ce que je formule la critique ou la demande. Pour tout ce qui est de l'ordre de apprendre à vivre avec sa peur et pas dans la lutte contre sa peur, parce que ces 3 comportements, soumission, compensation, évitement, vous avez compris que c'était des manières de régler le problème. Or, il va falloir apprendre à vivre avec ce problème, qui est la peur d'être abandonné.
Parce que potentiellement, on sera tout le temps, toute notre vie dans la peur d'être abandonné. Mais ce n'est pas parce qu'on sera toute notre vie dans cette peur qu'on sera toute notre vie handicapé par ces comportements qui nous mettent dans des cercles vicieux. Sur toute la partie vivre avec cette peur, les thérapies méditatives, thérapies de pleine conscience sont vraiment très intéressantes. Mais là, vraiment, ça va demander un accompagnement parce qu'on a vite fait de ne pas y arriver, de se mettre des enjeux contre-productifs dans la pratique, etc. Et là aussi, sur la chaîne de la psychiatrie au soleil, vous trouvez pas mal d'informations sur ce point. Déjà, quand on a fait tout ça, on a bien commencé à travailler sur cette blessure d'abandon. C'est déjà un très très bon début. Là, vous avez dit quelque chose d'intéressant juste avant, le fait que cette peur d'abandon soit là en fait pour toujours. Cette blessure, elle est là avec nous toute notre vie. Une fois qu'on l'a toute la vie, on essaie juste de vivre avec. C'est bien ça? Oui, effectivement, le but, c'est d'apprendre à vivre avec et pas contre. Et je pense qu'il y a vraiment une nuance importante à comprendre si on veut travailler sur cette blessure d'abandon. Je pense que c'est important de comprendre, pareil, j'espère que vous m'entendez bien, mais je pense que c'est important de comprendre que cette blessure, elle est là et qu'on ne peut pas éradiquer complètement cette peur. Il faut juste être dans l'acceptation qu'elle soit là. Exactement. Il y a un vrai travail d'acceptation de cette blessure. Et si on part dans ces comportements automatiques qui étaient là pour régler le problème, pour vivre sans le risque d'être que la personne en face appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'elle puisse nous rejeter ou nous abandonner, bah, du coup, on n'apprend pas à vivre avec cette peur en fait. On apprend à vivre contre elle en se disant qu'on ne pourra être heureux que lorsqu'on sera sûr et certain qu'on ne sera pas abandonné. Mais qui est sûr et certain qu'on sera jamais abandonné ou rejeté par les autres? C'est impossible d'en être sûr et certain à vie. Donc forcément, on restera tout le temps dans la souffrance, dans la peur. Du coup, comment et pourquoi guérir cette peur? Travailler sur cette blessure? Alors, comment et pourquoi travailler sur cette blessure? Comment par les techniques dont je vous ai parlé. En tout cas, ça reste quand même un début de changement, en sachant que moi, ma conviction profonde, c'est qu'il n'y a rien de plus dur dans la vie que de changer. Donc, potentiellement, on va avoir envie tout le temps de revenir vers ces 3 comportements problèmes constamment. Et pourquoi? Parce que ces comportements problèmes génèrent encore plus de souffrance et appuient sur cette blessure d'abandon comme une plaie ouverte en fait. Comme si vous aviez une plaie ouverte et que vous en occupez jamais, vous mettez pas de... Au mieux, vous mettez un pansement dessus, mais vous faites rien pour que ça cicatrise. Est-ce que vous avez des derniers conseils, des dernières choses à dire au sujet de la blessure? Alors, un dernier conseil, ça serait... en fait, j'en aurais deux derniers conseils. Le premier, c'est que l'information ne suffit pas. Regarder cette vidéo ne suffira pas à régler le problème. Il va falloir toute une partie de passage à l'action, concret, de pratique quotidienne d'un changement. Par exemple, imaginons que vous souhaitiez faire de la méditation pour apprendre à vivre avec les pensées négatives, à vivre avec la peur, ou que vous décidiez d'apprendre à mieux communiquer avec votre partenaire ou d'autres comportements concrets, pour que dans le cerveau, il y ait des réseaux neuronaux qui se modifient, ça veut dire que pour que concrètement, il y ait une modification à long terme de notre mode de fonctionnement intime, il faudrait pouvoir réaliser ces comportements nouveaux tous les jours pendant au moins 8 semaines. Et j'insiste sur le tous les jours et j'insiste sur le 8 semaines. C'est vraiment le minimum du minimum pour qu'il y ait une modification cérébrale. Et donc, le signe concret, fiable, certain qu'il y a un réel changement dans la vie des gens. Donc, l'information ne suffit pas, c'est le premier conseil que j'aurais à donner.
Et le deuxième conseil, c'est pas le mien, c'est celui d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, c'est le créateur en fait de la pleine conscience laïque qui a utilisé les principes bouddhistes de la méditation, mais qui en a enlevé tout son caractère spirituel ou religieux et qui a fait un programme de soins, programme de prévention du stress par la pleine conscience. Et à la dernière séance du groupe de pleine conscience, c'est une bonne conseil que je vais me permettre de vous donner, de vous transmettre. Il dit: tissez votre parachute chaque jour plutôt que d'attendre cela pour le moment où il faudra sauter de l'avion. Oui, exactement. Oui, au quotidien et pendant longtemps avant de pouvoir avoir les premiers effets positifs, même si en général, dès qu'on entreprend un changement, et c'est ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs, parce que sinon c'est trop dur d'attendre 8 semaines, dès qu'on commence à entreprendre un changement, normalement on a des effets positifs. Mais c'est très illusoire, c'est des effets positifs qui sont très éphémères. Ça veut dire que dès que vous allez arrêter, vous allez retomber dans un mode de fonctionnement antérieur, automatique, qui génère de la souffrance. Pour que vraiment on se distancie de ce risque de rechute dans ces comportements antérieurs, il faut vraiment que ces changements ils se fassent sur le long terme, comme vous le dites. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous. Je conclus en message vocal parce que malheureusement j'ai eu des soucis de micro avec la vidéo, donc on n'entend pas ce que je dis à la fin. Si ça vous a plu, si vous voulez retrouver d'autres vidéos, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. Il y aura une vidéo par mois avec un entretien avec un thérapeute ou un professionnel de la santé et du bien-être pour échanger sur un sujet en particulier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.